Je m'appelle Lucie et je viens d'une petite ville tranquille où les jours se ressemblent souvent. Tous les matins, je me levais à l'aube pour enfiler ma blouse d'infirmière et partir travailler à l'hôpital. Le soir, je rentrais épuisée à la maison où j'habitais avec mes parents et mon chat. Je passais mes week-ends à me reposer, en parlant au téléphone avec ma copine d'enfance, Martine. Je n'avais pas de compagnon. Mon entourage était seulement un chat fidèle qui m'attendait à la maison et ma meilleure amie, Martine, une psychologue passionnée par son métier. Nous avions grandi ensemble, liés nos bonheurs et nos peines, toujours prêtes à nous soutenir mutuellement. Nous avions toutes deux dépassé la trentaine, sans mari ni enfant, et vivions encore chez nous. Un jour, la routine s'est brisée lorsqu'un patient est arrivé aux urgences après un accident de vélo. C'était Michel, un homme grand, aux cheveux roux et aux yeux marron chaleureux. Au premier regard, j'ai senti une étincelle. Sa façon de sourire, sa gentillesse et son humour m'ont conquise presque immédiatement. À mesure que je soignais ses blessures, nos discussions se prolongeaient. Nous parlions de tout et de rien, de voyages, de sport, de livres et de rêves. Peu à peu, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Notre histoire a évolué très vite, au point qu'en l'espace de 2 mois, nous avions décidé de prendre ensemble un petit appartement en ville. Je quittais pour la première fois le foyer de mes parents, rempli d'enthousiasme à l'idée de vivre ma première vraie histoire d'amour. Martine, ma copine d'enfance, était la personne la plus proche de moi. En tant que psychologue, elle avait le don de mettre des mots sur mes peurs et mes doutes. Naturellement, je lui ai présenté Michel dès que possible. Au début, tout semblait parfait. Nous organisions des petites soirées chez moi, nous rions tous ensemble, partagions des repas, des anecdotes. Je ne concevais pas de fêter les événements importants sans ma meilleure amie. Je me sentais un peu coupable d'avoir trouvé le bonheur alors qu'elle était encore célibataire. Il était impensable de ne pas l'inviter. Je voulais qu'elle participe à ces moments de joie et qu'elle ne se sente pas mise à l'écart. Les premiers doutes. Pourtant, au fil des semaines, quelque chose a changé. Martine venait de plus en plus souvent à l'appartement, parfois même lorsque je n'étais pas là. Je travaillais souvent de nuit ou je restais tard à l'hôpital. Elle, de son côté, se rendait disponible pour Michel. Prétextant vouloir m'aider, s'occuper de mon chat ou simplement passer discuter. Ce qui n'était au départ qu'une présence amicale est devenu une routine troublante. Je remarquais aussi que Michel commençait à me paraître distant, moins d'affection, moins d'attention. Alors, j'ai confié mes inquiétudes à Martine, espérant un avis professionnel et bienveillant. Martine, avec son assurance et ses mots habiles, m'a peu à peu convaincue que Michel était égocentrique, colérique, voire dangereux. Un homme comme lui, ajoutait-elle, ne fera jamais ton bonheur, c'est un psychopathe, un manipulateur. D'après elle, je ne pouvais pas lui confier mon avenir, encore moins fonder une famille. J'étais perdue, déchirée entre l'amour que je ressentais et la confiance absolue que j'avais en Martine. Petit à petit, j'ai vu Michel sous un autre jour, jusqu'à me persuader que je devais fuir pour me protéger. J'ai quitté l'appartement en larmes, je suis retournée vivre chez mes parents. La rupture fut brutale et mon cœur s'est brisé. Je me sentais trahie par mes propres sentiments. La descente dans la dépression. Après la rupture, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je ne dormais pas, je pleurais souvent et j'allais travailler comme un robot pour éviter de trop penser. Dans ces moments-là, Martine me prodiguait ses conseils de psychologue, m'isolant de Michel. « Tu dois tout oublier de lui, il ne te mérite pas. »
Elle me répétait à quel point j'avais frôlé la catastrophe. J'ai fini par couper tout lien avec Michel, ne cherchant même plus à comprendre sa version de l'histoire. Avec le temps, mes sentiments se sont anesthésiés, comme si j'avais refoulé toute émotion pour ne plus souffrir. J'ai travaillé jour et nuit à l'hôpital, multipliant les gardes pour combler le vide et chasser mes pensées sombres. Les semaines se sont transformées en mois. Martine ne m'appelait plus, ou très rarement. J'étais tellement prise dans mon travail que, finalement, je n'ai même pas remarqué son absence. J'avais l'impression d'aller mieux, parce que j'avais fermé mon cœur à la douleur. Plus d'amour, plus de déception. C'était un état de survie. Mais un jour, j'ai voulu renouer avec Martine pour reprendre un semblant de vie sociale, sortir, fêter à nouveau des anniversaires ou simplement dîner. J'avais envie de la retrouver, comme avant. Sauf que je n'ai eu aucune réponse à mes appels. Son numéro avait changé, ses réseaux sociaux restaient inactifs. J'ai ressenti un pincement étrange. Une part de moi commençait à redouter que quelque chose clochait. La révélation. J'ai fini par contacter ses parents, inquiets d'être sans nouvelles. À ma grande surprise, ils étaient heureux de m'apprendre que Martine venait de se marier et était enceinte. Un vrai conte de fées, m'ont-ils dit. Je suis tombée des nues lorsqu'ils ont prononcé le nom de son mari. C'était Michel. Mon Michel. L'homme que j'aimais. Un choc immense m'a traversée. Je me suis sentie trahie, ridiculisée, manipulée comme une marionnette dont les fils étaient tirés par la personne à qui je faisais le plus confiance. Tout s'est éclairé. Martine, sous couvert de me protéger grâce à ses connaissances en psychologie, m'avait retourné l'esprit pour me faire rompre avec lui. Elle s'était emparée de mon bonheur, de l'appartement et même de mes projets d'avenir. La suite de mon histoire. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Au fond de moi, je bouillonnais de colère, de tristesse et d'humiliation. Mais en même temps, j'ai senti un curieux soulagement, comme si la vérité venait enfin de s'imposer. Je ne me suis pas laissée emporter par la rage. J'ai compris que mon énergie devait servir à me reconstruire et non à me venger. Je suis restée quelques jours chez mes parents pour digérer la nouvelle. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, puis j'ai repris mon travail avec une détermination nouvelle. Désormais, je voulais penser à moi et me reconstruire, sans me reposer sur les conseils d'une amie ou même d'un psy mal intentionné. Conclusion. Aujourd'hui, je suis toujours infirmière. Je vis seule, mais j'ai retrouvé mon indépendance dans un petit studio ensoleillé. Mon chat ronronne à mes côtés lorsque je rentre et j'apprécie enfin la sérénité de mon propre espace. Martine et Michel ne font plus partie de ma vie et je n'éprouve plus le besoin de comprendre davantage leur trahison. Cette histoire m'a appris à mieux m'écouter et à ne plus confier aveuglément mon destin à qui que ce soit. Chaque matin, en enfilant ma blouse, je me sens plus forte. J'ai retrouvé le goût de vivre et je sais désormais que mon bonheur m'appartient, à moi seule, et que personne ne pourra plus jamais me le voler.